Déjà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Yann Gabriel, je suis le directeur Alliance et Marketing chez ITS Integra. Je suis vraiment ravi aussi de vous accueillir sur ce dernier webinaire de l'année. Donc, on en a fait plusieurs cette année. Celui-ci vient en plus ponctuer c'est la dernière action finalement de notre mois de l'infogérance, notre mois dédié à notre métier historique des services managés. Je vous invite à découvrir le dispositif sur le site web, hein. Vous verrez des avis d'experts, des différentes communications qu'on a fait là-dessus et bien entendu le replay aussi de ce webinaire-là. Je vous rappelais rapidement les règles du jeu. Donc, désolé, on vous a tous coupé le microphone. C'est tout simplement pour prévenir de toute pollution sonore. Euh, Cependant, on voudrait quand même que vous voyez ça comme une session relativement interactive. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires ou poser vos questions dans le module de chat. On a avec nous une super équipe de modératrices qui œuvrent en coulisses et qui sera donc à même de relever les questions qu'on traitera donc à la fin. Et sans transition, je vais démarrer déjà par la présentation des intervenants du jour. Donc, merci toujours les intervenants chez nous. C'est pas si simple que ça. Il faut les sortir de leur quotidien, il faut les sortir un peu du côté très opérationnel. Donc, merci d'avoir pris le temps. Et je nomme ici dans l'ordre dans lequel ça s'affiche sur mon Teams. Donc, commençons par Franck Coste. Donc, Franck Coste qui est dans l'équipe d'ingénierie et qui a le poste donc d'architecte Bonjour. infra. Bonjour Franck, qui a le poste donc d'architecte infrastructure et solutions et qui a accessoirement été le chef de projet technique, on va dire, sur notre nouveau portail client. Donc, il est extrêmement bien placé pour restituer la genèse de ce projet-là. Et j'ai également avec moi Nicolas Bocry, donc qui est un de nos responsables SDM, Service Delivery Manager, et qui, en tant que tel, est un véritable ambassadeur pour nos clients. Et Bonjour. représente donc leur vision, aussi bien sur ce projet-là qu'au quotidien. Alors, donc on le voit bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le module de chat est spécialement fait pour ça, on n'y aura aucune question, il n'y aura pas de censure. Donc, rentrons déjà dans le vif du sujet. Alors, on parle bien entendu de l'infogérance, des services managés, donc je vais commencer par donner une rapide définition de cela. Alors, je l'ai piqué sur Wikipédia, hein, donc vous pouvez ne pas être totalement d'accord, on peut en discuter après. Donc, les services managés ou l'infogérance, c'est le résultat d'une intégration d'un ensemble de services élémentaires visant à confier à un prestataire informatique, donc nous, MSP, hein, Managed Services Provider, tout ou une partie du SI d'un client, dans le cadre d'un contrat pluriannuel à base forfaitaire, avec un niveau de service et une durée définie. Voilà pour la définition. Alors, c'est important pour nous d'insister là-dessus, parce que ce terme-là, infogérance, infogérant, service manager, etc., est parfois quelque peu galvaudé. Donc, de quoi parle-t-on? De manière très schématisée, hein, c'est vraiment très simpliste. On a essayé de représenter ça de manière visuelle. Donc, vous voyez sur la partie basse du slide l'infogérant qui remplit ses missions. On y reviendra juste après. Et ces missions-là s'appliquent donc sur un ensemble de périmètres ou de domaines chez le client. Donc, commençons par la gauche. Tout d'abord, les utilisateurs. Donc, ça peut être la gestion des postes des utilisateurs, ça peut être la masterisation, ça peut être la sécurité également des postes, bien entendu. Ensuite, on a un périmètre très large qu'on a résumé en serveur et stockage. Alors, ça va très très loin, hein. Dans les serveurs, on a aussi bien du physique, du virtuel, des conteneurs, des microservices. Le stockage, il est physiquement juste à côté ou totalement ailleurs. Là-dedans, on compte également tout ce qui est système, gestion le système de gestion de base de données, les différents produits installés. Donc ça, c'est vraiment le gros morceau. Puis l'autre pilier, c'est la sécurité, donc très en vogue, notamment depuis l'année dernière, hein. Il y a une recrudescence des attaques, donc avec les différents équipements qui gèrent la sécurité selon les besoins et le périmètre du client. Et ensuite, les réseaux. Donc nous, finalement, notre job d'infogérant ou de MSP, c'est de faire quoi au quotidien? C'est de gérer les événements, tout simplement. Donc des incidents, des demandes, des problèmes. Ce qui correspond à exécuter finalement des tâches et des gestes au quotidien. Pour assurer le maintien en condition opérationnelle, ça c'est une notion très importante. En fournissant reporting, le sujet du jour, on reviendra dessus bien entendu par la suite, et le tout dans une stratégie d'amélioration continue. Être plus efficace dans tout ce qu'on entreprend au quotidien. Donc, une fois qu'on a expliqué ça, on peut également faire quelque peu un constat, qui est que notre métier historique d'infogérant en tant que tel n'a pas totalement changé, mais il a été chamboulé du moins par un certain nombre de changements. Alors, on a essayé de les schématiser de manière simple, encore une fois ici. Ce qui est vrai, et ce qui a toujours été vrai, c'est que nous, en tant qu'MSP, on se doit d'évoluer tout le temps.
en permanence pour rester pertinent pour les clients, puisque les environnements chez les clients changent totalement. Ce qui est peut-être un peu plus extrême ces dernières années, c'est que, ben, il y a eu un énorme push vers, l'automatisation avec très concrètement aussi, ben, typiquement des workloads clients qui tournent aujourd'hui de plus en plus sur des services XaaS et notamment du PaaS et du SaaS. Ce qui veut dire que pour moi, MSP, j'ai moins d'exécution sur ces couches-là. Sur le couche système, j'ai pas besoin de venir sur les couches système d'un PaaS ou d'un SaaS. C'est déjà fait par l'hébergeur cloud. Ceci s'est traduit donc quelque part par une course à la transformation chez les clients, hein. Vous le savez mieux que moi, hein, c'est vous devez toujours aller plus vite, mieux, plus efficace, et le tout au service des différents métiers de votre entreprise. Ce qui change pour nous, MSP, c'est que finalement, on passe d'un rôle, si je schématise quelque part, à une époque où on était vraiment le bras armé, très exécutant d'une DSI, bah, finalement, on nous demande aujourd'hui aussi de vous accompagner sur les enjeux métiers et de contribuer au processus décisionnel. Alors c'est très bien, hein, nous, ça nous va très, très bien comme rôle, hein, quelque part, c'est valorisant, il y a pas de souci. En revanche, il y a un passage, extrêmement important, c'est déjà, c'est bien le processus décisionnel, mais avant de prendre quoi que ce soit comme décision, il faut déjà réaliser un état des lieux. Donc nous, une des solutions, et c'est notamment celle dont on va parler aujourd'hui, c'est le reporting. Le reporting des indicateurs. C'est pas toujours le sujet le plus sexy, hein. Maintenant, à charge à mes 2 intervenants de choc de vous le rendre extrêmement sexy et désirable. Donc, je vais déjà poser une première question à Nicolas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler tout simplement en quelques mots les enjeux du reporting? Alors, quand on parle de reporting, on va parler, avant tout de la donnée. Et alors la donnée, elle peut être, extrêmement dense, hein, et pas forcément facile, à appréhender. Donc les enjeux du reporting, c'est la donnée et la maîtrise de cette donnée. Si on prend un exemple, hein, qu'on reprendra, plus tard aussi, autour de la sauvegarde. À la base, la sauvegarde, c'est une donnée qui est dans des logiciels de sauvegarde, dans des bases de données, dans des bases de registres et cetera. Quelque chose de quand même, très opaque. Et le niveau zéro du reporting, ça va être, un export en fichier texte, en fichier CSV avec une liste d'équipements, des heures de début, des heures de fin, des types de sauvegarde, des volumétries et cetera et cetera. Et tout ça, ligne après ligne. Donc ça, on va dire, c'est le niveau, 0 du reporting, c'est de la donnée qui est brute. Mais nous, en tant que MSP, notre job, c'est d'apporter de la maîtrise, autour de cette information. Hem et cette maîtrise, elle doit, être visible selon différents prismes. Parce que, la donnée telle que, un SDM va vouloir l'avoir ou un interlocuteur métier ou un DSI, ça va pas être exactement la même donnée qu'il voudra avoir. Alors qu'à la base, c'est la même. Si je reprends l'exemple de la sauvegarde, c'est une liste de serveurs, OK, mais, voilà, un contact manager, lui, il va être, focalisé sur, l'atteinte des objectifs. Dans un contrat, d'infogérance, on doit, par exemple, des SLA sur un taux de sauvegarde, un niveau de relance, et cetera. Donc, le contract manager, lui, ce qu'il va vouloir savoir, c'est est-ce que le job, il a bien été fait? Alors que, cette donnée doit être aussi, visible par quelqu'un qui va être, par exemple, plus métier. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir si, sa donnée métier est bien en sécurité. Je prends un exemple, hein, celui qui fait la paye, s'il a un accès, il gère l'application, juste avant, de faire des opérations, peut être sensible, voire implémenter un changement. Il faut qu'il sache exactement s'il peut faire un retour arrière et qu'il ne court pas à la catastrophe. Donc il veut avoir via son reporting un indice: «Est-ce que mon job, il est bien fait et je suis en sécurité?» Et d'un point de vue encore plus large, le DSI, lui, il veut avoir une sorte de vision, globale. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis en sécurité? Et donc l'enjeu, si on prend un tout petit peu de hauteur, hein, par rapport à tout ça, donc il y a la donnée, sa maîtrise, mais tout ça, l'objectif, c'est de donner de la confiance. C'est-à-dire que nous, on est MSP, on a des clients, et il faut que nos clients, ils aient confiance. Et pour qu'ils aient confiance, il faut que les données, elles soient accessibles et bien visibles et qu'il y ait pas de doute autour de ça. Et donc une idée de transparence également, sur l'information. Il y a des choses, des fois, qui se passent bien, d'autres fois qui se passent moins bien, mais il faut que le client ait confiance dans cette gestion et donc qu'il ait, via le reporting, un niveau de confiance suffisant et satisfaisant. OK. Merci Nicolas. Donc,
Personnellement, ça me paraît assez logique et limpide. N'hésitez encore, une fois pas si vous avez des questions, hein. Alors c'est logique et limpide. Maintenant, on est confronté, à la réalité, hein, qui est donc la complexité d'un SI et des données qu'on peut en extraire. Donc je me tourne vers mon autre intervenant de choc, monsieur Franck. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dresser un petit tableau compréhensif des différentes problématiques qu'on a pu rencontrer en essayant d'aller chercher justement cette donnée? Ton micro est coupé, Franck. Désolé, merci. Donc, ce que je disais, c'est que les outils proposent en règle générale un reporting associé. Alors, il est plus ou moins complet, mais il a le mérite d'exister. Des fois, il est simple avec un minimum d'informations, et il y a des versions payantes qui proposent davantage de données. Dans un cas normal et lambda, ça suffit largement, savoir est-ce que mon serveur a été sauvegardé, oui ou non, sans plus d'informations. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de relier les choses entre elles. Tous les éléments ont besoin d'être reliés entre eux. Avant, il y avait un slogan qui s'appelait Connecting People. Ce slogan, il est de plus en plus en vogue sur la partie informatique et IT, de faire du Connecting IT. À partir du moment où on souhaite avoir une corrélation du reporting entre les différents outils, c'est-à-dire de pouvoir, pour un serveur donné, avoir de la visibilité sur son statut dans chaque outil, et tout ça dans une seule et même interface, c'est là vraiment que le casse-tête commence. D'une part, on va avoir plusieurs sources de données. La sauvegarde, le firewall, l'antivirus, le patch management, l'anti-DDoS, etc., etc., etc. Enfin, selon l'écosystème du client, il peut y avoir plus ou moins d'outils. Et chaque logiciel va avoir son propre fonctionnement d'extraction de données. Deuxième casse-tête. La plupart du temps, on va utiliser les API fournies disponibles par le logiciel. Cependant, elles ne sont pas toujours disponibles. Et des fois, quand elles existent, eh bien, ces API ne remontent pas forcément les informations dont on a besoin. Donc ça, c'est un problème aussi. Maintenant, imaginez que vous avez fait votre liste d'outils et que tous les outils remontent les API et les informations que vous souhaitez. Le dernier casse-tête, sûrement le plus compliqué à mettre en place et le plus exigeant, ça va être de trouver une interface qui permet de faire l'agrégation de l'ensemble de ces données d'un point de vue ergonomique, qui soit facile d'utilisation, intuitive et personnalisable. Alors effectivement, on comprend bien la difficulté et je pense que tout le monde y a déjà été confronté d'une manière ou d'une autre, hein. Hem, alors Nicolas, quelle serait alors une bonne cible réellement? Il faut qu'on aspire à quoi? Je vais me redire un petit peu, mais ce qu'on aspire, c'est donner confiance. Donc, donner confiance, c'est que la donnée, elle soit vraiment, parfaitement lisible et qu'elle corresponde à ce qu'on cherche. Heu, donc, nous, on collecte énormément, d'informations. Donc notre challenge, c'est vraiment de, comme disait, Franck, hein, c'est tout collecter, agréger, recalculer, s'il y a besoin pour consolider certaines informations et faire une interface qui soit, enfin une donnée qui soit présente dans une interface qui soit, ergonomique et lisible. Et lisible, comme je le disais tout à l'heure, à différents types de publics parce que, quelqu'un qui est, contract manager va vouloir voir des jauges avec, des taux de sauvegarde, alors que, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, voir encore plus, un technicien, parce qu'on a aussi, chez nos clients, des gens, des DSI qui sont vraiment, des techniciens. Ils veulent aller voir si tel serveur, qui a posé problème par le passé, a été bien sauvegardé. Donc il faut qu'il y ait un challenge autour de ça, hein, de faire une interface qui soit, utilisable par tous, complète et avec des données qui sont vraiment, consolidées. Que ce soit donc de l'information micro jusque de la météo, très macro. On n'a pas envie d'aller voir, le détail de chacun des tableaux, mais ceux qui veulent, l'avoir peuvent l'avoir. Donc il faut que ça soit accessible, facile à lire et bien entendu, pouvoir, revenir dans le temps. Parce que c'est bien beau de donner les valeurs, de la veille ou du moment, mais ça va être aussi intéressant de savoir quel était l'état il y a 6 mois ou il y a 1 an. Est-ce qu'on a une amélioration, une dégradation? Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut nous donner confiance à nos clients pour en donnant une information qui soit vraiment, lisible, avec une interface ergonomique et qui permet vraiment de tout montrer, de manière la plus transparente possible. OK.
Merci Nicolas. Donc, on a compris que c'est quelque chose qui est assez important, hein, dans la relation entre le client et nous, MSP, hein. Donc, alors, on a testé plein de choses. Franck en parlera un petit peu après, mais finalement, on constate quand même qu'on ne trouve pas notre bonheur comme ça dans la nature et prêt à être employé, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement en tant qu'entreprise collectivement? Donc, on a dit, bah, on va reprendre notre destin en main sur la partie reporting. On va déjà l'élever très clairement en enjeu stratégique, un peu moins technique en tant que tel, tout simplement, hein. L'idée, c'est vraiment de donner différents niveaux de lecture. À partir du moment où on a fait ça, ben, on a accordé les moyens nécessaires aussi, hein, aussi bien humains et donc j'ai 2 contributeurs majeurs sur le projet qui sont avec moi aujourd'hui, hein, Franck et Nicolas en l'occurrence. Mais c'est pas les seuls, hein, il y en a plein d'autres et notamment l'équipe de développement d'ailleurs. C'est également donc des moyens financiers, hein, très, très clairement, hein, et du temps. Et puis un point qui est absolument primordial pour nous, c'était d'aligner les objectifs. Alors déjà en interne, hein, entre les besoins d'un SDM que représente Nicolas, les administrateurs et autres personnels plus techniques, la direction bien sûr, mais aussi les objectifs des clients. Et Nicolas l'a très bien dit tout à l'heure, avec différents niveaux justement de lecture. Donc, est-ce que Franck, toi qui étais les mains dans le cambouis là-dessus, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous détailler la méthodologie que tu as appliquée, enfin, pour le dire très très simplement, comment est-ce que tu t'es sorti de ce pétrin-là? Oui, c'était un sacré pétrin. effectivement. Alors, au départ, on a procédé à un audit et on a fait des tests de différentes solutions et on s'est rapidement rendu compte qu'il est très difficile de trouver un outil qui correspond à tous nos besoins. C'est souvent le cas de la majorité des clients ou des MSP qui font ce genre de test. Du coup, on a fait le choix de mettre en place notre propre solution. Une solution qui soit, comme le disaient Nicolas et Yann, synthétique pour les personnes décisionnaires, par exemple, et qui offre une vue technique pour les exploitants ou ceux qui suivent la plateforme au quotidien. Je m'en garde, à partir du moment où on choisit cette solution, il faut être très rigoureux si on ne souhaite pas que ce projet soit un gouffre financier et n'aboutisse à rien. L'objectif, c'est de faire un quick win et d'avoir un ROI très fort. On peut très, très rapidement tomber dans ah oui, moi j'aimerais bien un bouton qui fait ça, un bouton de couleur bleue, une liste déroulante ici, un envoi de mail ici, etc., etc. Des demandes innombrables qui rendent la fin du projet infinie. Donc voilà, d'un point de vue technique, on est parti sur une technologie qui s'appelle ELK, donc E pour Elasticsearch, L pour Logstash et K pour Kibana. Ces 3 outils sont un combo parfait pour récolter les informations, donc via Logstash, les stocker via Elasticsearch et les présenter via Kibana. En plus, d'un point de vue ergonomique, avec les démos qu'on a faites, c'était vraiment très intéressant parce que l'utilisateur pouvait manipuler la donnée comme il le souhaitait. Et c'est peut-être ça le plus important en fait à retenir. Et c'est là où Nicolas précisait tout à l'heure, c'est manipuler la donnée. En fait, que le client ou que l'utilisateur du reporting soit autonome sur sa gestion de données. Donc la première chose qu'on a faite, c'est avant même la récolte des besoins et la roadmap, etc., c'est d'analyser les différents outils qu'on souhaitait extraire et regarder s'ils avaient des API et si oui, quel type d'informations était disponible. Tout ça, ça nous a permis d'avoir une liste exhaustive de tout ce qu'on aurait pu présenter aux clients d'un point de vue technique. Ensuite, on a créé un groupe de travail. Donc, ce groupe de travail était composé de développeurs, d'un responsable de projet, donc Nicolas, qui nous apportait la vision client, et de moi-même pour la coordination et la vue d'ensemble. Ça a été l'occasion de découper et de prioriser tout ce qu'on pouvait faire. Donc, identifier les besoins les plus importants, les développer et passer au suivant. Donc, de notre point de vue, ça a été tout de suite évident qu'il fallait mettre en place 2 choses prioritaires en termes d'indicateurs. C'était la sauvegarde et la supervision. Dans notre interface aujourd'hui, qui s'appelle Retina, on est en capacité de visualiser à la fois la sauvegarde de l'ensemble des serveurs d'un client et le statut
des différents services et des serveurs de ce même client. Alors bien sûr, il y a d'autres outils qui sont également très entendus, comme par exemple le patch management pour avoir la liste des patchs qui sont passés ou non, la partie antivirus avec les différentes politiques de sécurité, ou encore les métriques CPU, RAM, stockage ou bande passante des différents serveurs. Donc ça peut-être vous paraître abstrait, mais je vous assure que quand on fera la démo tout à l'heure, vous allez comprendre ce que ça veut dire manipuler les données. OK. Merci beaucoup Franck, c'est clair pour moi. Alors justement avant de passer à la démo, hein, donc juste après, j'aimerais d'abord que Nicolas, que tu nous expliques pourquoi vous êtes focalisé sur la sauvegarde comme premier indicateur à mettre à disposition. On en a beaucoup parlé depuis le début, hein, la sauvegarde a un rôle peut-être un peu particulier, on va dire ça comme ça? Est-ce que tu peux nous résumer ça? Oui, alors ce qui nous a motivés, il y a 2 grands aspects, hein. C'est déjà la sauvegarde, c'est un sujet très important, hein, pour un MSP, hein. C'est vraiment dans notre cœur de métier. Et souvent, c'est un aspect qui est assez peu visible des clients ou assez peu maîtrisé. Parce que c'est un peu un vilain petit canard, hein. C'est quelque chose qui est très, très infrastructure, très porté sur l'infrastructure, alors que nos clients sont plus concentrés sur le métier en général. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous est délégué en très grande partie, et qui est pas forcément très, très attractif, un peu comme tu le disais tout à l'heure. Néanmoins, la sauvegarde, c'est un aspect très important de la sécurité de la donnée. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas négliger. Et bon, on ne va pas revenir sur les événements d'OVH d'il y a plusieurs mois, mais c'est une réalité. Et il nous fallait, nous, en tant qu'AMSP, donner de la confiance autour de cette information. Et l'aspect aussi multidimensionnel est quelque chose de très intéressant dans la mise en place de cette plateforme de reporting, parce qu'on a, comme je disais, des informations qui sont des informations brutes ou des informations qui sont synthétisées et consolidées, et à plusieurs destinations, différents publics. Donc, c'était vraiment un cas d'école pour prendre quelque chose qui est plutôt hermétique et pas forcément très attractif, pour en faire quelque chose qui est un peu plus dynamique et où on devait vraiment faire un effort sur la transparence. Parce que, comme je disais, il faut que l'interface puisse répondre à des questions à différents niveaux. C'est: est-ce que mes sauvegardes se sont bien passées? Est-ce qu'elles se sont mal passées? Dans quelle mesure est-ce que je suis en danger? Est-ce que mes sauvegardes se sont passées, se sont déroulées dans la plage qui est définie? Parce que est-ce que ça va empiéter sur la production, par exemple? Ou est-ce que si j'ai des sauvegardes qui sont extrêmement longues, est-ce que je vais avoir des sauvegardes de plus de 24 heures et là je commence à avoir un sérieux problème sur des sauvegardes quotidiennes? Euh, de la même manière, si j'ai un sinistre majeur, voilà, je reviens sur OVH, est-ce que je peux compter sur ma sauvegarde? Un dernier aspect qui est aussi important sur certains de nos contrats, un aspect financier sur la quantité de données qui est sauvegardée. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans mon budget ou pas? Est-ce que je vais avoir des surprises? Donc voilà, il y avait vraiment tous ces aspects, toutes ces dimensions à compiler et agglomérer pour donner quelque chose de concret, d'intelligible pour nos clients. OK. Et donc, sans transition, merci beaucoup Nicolas, et sans transition, Franck, je te laisse prendre la main, pour nous montrer, enfin la petite merveille, que vous avez concoctée, hein, donc Retina de son petit nom. J'aime beaucoup ce nom-là, hein. Pour une fois, j'ai pas du tout été impliqué dans le choix du nom, et je le trouve très, très bien. Peut-être pour ça. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est parfait pour moi, en tout cas, ouais. Donc, ouais, du coup, donc ça, c'est l'interface générale. Donc, il y a un login et un mot de passe qui sont fournis à tous les clients. Donc, on peut rapidement voir que sur le tableau de bord, sur le menu gauche, il y a plusieurs menus. Donc, une synthèse générale de l'ensemble des indicateurs principaux des différents outils. Donc, ici, on va retrouver la partie monitoring avec le statut des serveurs, euh, le statut des services et le statut de la sauvegarde. Cette interface se découpe en plusieurs parties. D'une part, on va avoir la période qu'on va sélectionner ici, donc les dernières 24 heures, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, dernière année, etc. etc. On peut customiser aussi cette plage-là.
Ensuite, on va sélectionner donc, les business services associés. Donc, chez nous, un business service regroupe plusieurs projets. Et dans chaque business service, on va avoir les différents serveurs qui sont présents. Et donc là, on va pouvoir en sélectionner plusieurs si on le souhaite. Donc, voilà. Donc ça, c'est une vue synthétique pour quelqu'un qui n'est pas forcément technique. Il peut rapidement voir si sur les dernières 24 heures, l'ensemble de mes serveurs de mon business service sont dans un bon état, est-ce que les sauvegardes sont fonctionnelles ou pas. Donc ça, c'est la vue synthétique. Ensuite, si je fais un focus sur la partie sauvegarde, par exemple, donc on va avoir des données qui sont spécifiques à la sauvegarde. Donc on va retrouver le statut ici, avec les différents pourcentages de succès et de fade, la volumétrie totale sauvegardée pour l'ensemble des serveurs, le type d'agent, donc s'il s'agit par exemple de serveurs virtuels avec des agents Linux, Windows ou des Active Directory, des Exchange, etc., selon ce qui est répertorié. Le type de sauvegarde dont il s'agit, le nombre de serveurs sauvegardés, les temps de sauvegarde pour le serveur, et un tableau de synthèse qui résume l'ensemble des informations. Ce tableau-là, il est exportable en CSV, soit en données brutes, RAW, ou en formaté, comme c'est présenté ici. Donc, comme disait Nicolas tout à l'heure, en fait, savoir si un serveur a été sauvegardé, ça, c'est à la portée de tous. En fait, n'importe quel outil dit oui ou non. Par contre, si on veut savoir exactement la période de sauvegarde, le nombre d'agents qui sont déployés, le type de sauvegarde qui est configuré pour chaque serveur, est-ce que le temps de sauvegarde est en augmentant ou en diminuant. Donc on peut voir sur les 7 derniers jours, par exemple, si je sélectionne les serveurs d'un business service, donc voilà, par exemple, cela, la sauvegarde est pleinement fonctionnelle sur les 7 derniers jours, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune erreur. Il y a eu 2 synthétiques full. Les temps de sauvegarde pour ces 2 serveurs s'élèvent en général à 96 minutes. Et là, on a le détail de chaque sauvegarde avec les heures de lancement et les heures de fin, et la volumétrie associée. Donc voilà. En fait, dernière chose, c'est qu'en fait, on va pouvoir interagir avec les différents camemberts ou graphiques qui sont ici pour ajouter des filtres automatiques et filtrer petit à petit sur quelque chose de très précis qu'on cherche. Donc voilà, en fait, ce que je disais tout à l'heure, manipuler la donnée, en fait, là, c'est une transparence totale parce que les données proviennent directement de l'outil de sauvegarde, sans traitement de notre part. Et donc, vous avez accès directement aux informations de l'outil de sauvegarde. Ok. Voilà. Parfait, Franck, parfait. Je vois qu'il y a plusieurs clients qui sont actifs, comme on dit chez nous, qui sont connectés. Si jamais vous avez de la moindre question, hein, donc on est à votre disposition en fin de webinaire ou bien sûr par vos interlocuteurs habituels. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, franchement, c'est plutôt une belle chose. Je vais reprendre la main, si j'y arrive, sur la présentation. On arrive déjà presque à la fin, hein, donc on va vous donner une petite indication de la suite. Voilà. Ça charge. Juste un petit instant. Donc, normalement, je suis au bon endroit de la démo, quasiment. Si on regarde un peu plus loin, Franck, alors tu en as déjà parlé, hein, typiquement des indicateurs de supervision, tu as parlé du patch management, etc. Donc on a compris qu'il déjà il y a certains indicateurs pardon, qui sont disponibles, il y en a d'autres qui vont venir, ceux dont tu as parlé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut être un peu foufou? Est-ce qu'on peut rêver à l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ce qu'on n'a même pas encore peut-être en viseur aujourd'hui? En fait, l'objectif à terme de Retina, c'est de fournir aux clients l'ensemble des indicateurs des services techniques auxquels il a souscrit.
pour qu'il ait vraiment une vision à 360 de sa plateforme et de ses services. Il n'y a vraiment aucune contrainte sur Retina. On peut tout faire ou presque. C'est ça qui est vraiment génial avec cette solution. À partir du moment où le logiciel dont on souhaite extraire les informations dispose d'une API et que ces informations sont disponibles dans l'API, elles seront disponibles dans Retina à terme. OK. Parfait. Bah, merci beaucoup Franck, merci à tous les 2. Alors, on va démarrer par les questions. J'ai déjà une première question qui a été posée dans le chat par monsieur Aiglon, que je salue au passage, et qui est plutôt orientée envers Franck, je pense spécifiquement. Il souhaitait savoir si c'était possible de montrer la partie monitoring? Ah oui, bien sûr. Attends, je vais reprendre la main du coup. Ouais, je t'en prie. Voilà. Donc sur la partie monitoring, on va avoir pour l'instant donc le statut des différents serveurs et des différents services des serveurs sur la plage horaire définie. Donc, par exemple, là, on peut voir que sur la dernière 24 heures, sur l'ensemble des serveurs appartenant à ces business services-là, on a eu donc 2 statuts en down sur ces serveurs-là. Donc, si on clique dessus, on va voir dans le tableau de bord à la fin les 2 serveurs down indiqués. Donc, voilà, donc ça nous donne l'heure du dernier changement de statut, les informations liées, pourquoi c'est down, etc. etc. Donc ça, c'est des informations qui proviennent directement de notre outil de supervision Centremo. Encore une fois, il n'y a aucun traitement qui est fait de notre part sur ça. Donc c'est une transparence totale par rapport à ce qui est infogéré. Sur la partie des services, on va avoir la même chose, donc tout ce qui est OK, critical et warning. Donc, si vous avez une opération de maintenance, par exemple, à faire sur plusieurs serveurs, vous pouvez très bien les sélectionner ici et voir, par exemple, quand tu as, et voir les différents services, s'il y en a qui sont en warning ou pas. Donc là, on va pouvoir, par exemple, filtrer après sur un service en particulier qui vous intéresse, par exemple, je sais pas, un check HTTP, un service de check d'application. Donc ça filtre l'ensemble des services liés, filtrés sur ces serveurs-là. Et ensuite, on a toujours le tableau de bord. Un point important aussi, c'est qu'il y a un diagramme sur le check période. En fait, le check période, ça correspond à la période d'analyse de Centréon et les informations qui sont filtrées, qui sont remontées, pardon. Donc là, on peut voir qu'il y a une période de check de 24/7. OK. Voilà. C'est parfait pour moi. De toute manière, si, tous ceux qui sont clients parmi vous, n'hésitez surtout pas à contacter votre SDM rapidement là-dessus pour, si vous avez des questions spécifiques autour, et cetera, on se fera une joie de vous répondre. J'ai une deuxième question, d'un cher interne. Bonjour Samuel, ça va? Donc la question est: est-ce qu'on pourrait utiliser des filtres afin de les réutiliser plus tard? Pardon, est-ce qu'on pourrait enregistrer des filtres afin de les réutiliser plus tard? Alors, oui, la vue cliente et la vue des chefs de projet est différente. Il y a un peu plus d'options dans la vue des chefs de projet et des personnes internes à Integra. On travaille pour essayer d'améliorer enfin, de mettre à disposition ces filtres-là pour les clients. Mais en tout cas, pour la partie interne, oui, effectivement, il est possible d'enregistrer facilement des recherches et du coup d'y retourner quand bon vous semble. OK. Je pense que ça y répond. N'hésitez pas, hein, alors j'ai des petits malins qui nous contactent aussi par d'autres chemins, par d'autres canaux, il y a pas de problème, hein. On est flexible. Alors j'ai une très bonne question de Mathieu. Avez-vous eu besoin d'aller chercher des compétences externes pour renforcer l'équipe projet? Je ne sais pas qui veut prendre la question, Nico, peut-être, pour alterner un petit peu? Oui, alors, effectivement, on a intégré, des développeurs, hein, qui étaient experts sur cette, solution, parce que notre cœur de métier avant tout, c'est l'infogérance. Donc on maîtrise la donnée, hein,
En revanche, la resynthétiser, la représenter, c'est quelque chose qu'on fait moins, au quotidien et on a besoin, d'expertise, au goût du jour. Donc on se fait accompagner, sur la mise en place de ce type de reporting et on continue à se faire accompagner, hein, parce que c'est un produit qui est en constante, évolution, justement pour être compétitif. OK, parfait. J'ai une question de pardon, Caroline Chapelier. Alors c'est en train de taper, ça arrive. On est presque en direct sur des questions. Bonjour, pouvez-vous me dire quand ce service sera ouvert à vos clients? Ah bah ça, qui prend? En fait, c'est déjà disponible. À partir du Merci. moment où vous avez accès, enfin, à partir du moment où vous êtes client et que votre infrastructure a commencé à être installée, vous avez directement accès à ces métriques et ces différents graphes. Comme vous avez accès à l'outil ticketing euh, ou à d'autres informations. Voilà. Donc si vous êtes client, vous avez déjà accès. Si vous n'êtes pas client, bah, dépêchez-vous de devenir client pour y avoir accès, justement. J'ai une autre question qui arrive par un autre moyen. Donc, je pense que tu as répondu, du moins indirectement, Franck, tout à l'heure, mais on me pose la question sur quelle a été l'étape la plus difficile dans le processus de création? Pas facile. Il n'y en a pas eu qu'une, mais on va dire que la plus difficile, ça a été vraiment de l'extraction des données, parce qu'effectivement, donc comme je disais, il y a plusieurs outils et c'est pas parce qu'ils possèdent une API qu'ils ont forcément les informations qu'on souhaite. Et au départ, effectivement, on était parti sur, «Ah bah tiens, on aimerait bien mettre ça comme information et ça et ça et ça et ça», parce que c'était disponible dans l'interface graphique de l'outil. Seulement, l'interface graphique de l'outil, elle fait aussi des corrélations internes que l'API ne remonte pas en brut. Donc, on a mis du temps avant de savoir que, effectivement, les informations qui étaient remontées, il manquait des bouts. OK, parfaitement clair pour moi. J'ai une autre question, j'arrive tout de suite, elle arrive. Ta 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 ta. Alors, j'ai une question un peu provoque, hein, ça doit être un ancien. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Alors si vous voulez, je peux y répondre, hein. Donc Franck, on a parlé rapidement, mais on a pu tester au fil des années tout un tas de solutions, du marché. On a fait faire un développement à une époque aussi, il y a quelques années d'un portail client et cetera. Bah, finalement, j'ai envie de dire, c'est comme pour tout le monde, hein. Nous, les technos qui sont venus avec les méthodologies agiles et DevOps nous ont beaucoup aidés aussi, hein. Et ça nous a permis justement de nous lancer également dans le développement, hein. Donc, il y a eu un accompagnement jusqu'à un certain point au début pour nous lancer. Et après, ce sont nos propres forces vives qui aujourd'hui travaillent dessus au quotidien, hein, aussi en termes de développement. J'ai envie de dire, c'est pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Ben, il y avait un peu moins de généralisation des API aussi, hein, ça joue. Bien entendu, c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus custom et parfois totalement impossible. Je me rappelle il y a X années des problématiques où de toute manière on était face à un mur et il y a certains indicateurs qu'on n'arrivait pas à remonter parce que la donnée, on n'arrivait pas à l'extraire comme il le fallait, quoi. Donc aujourd'hui, même mine de rien, on profite comme tout le monde de nouvelles technologies et de l'interconnexion. On en parlait tout à l'heure, Franck, hein, avec son exemple de Nokia, hein, Connecting IT. C'est l'interconnexion des données et la libération des données grâce aux API notamment. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Sinon, n'hésitez pas, on peut en discuter aussi en privé. On a effectivement une autre question sur le fait que ce soit en production en bêta test, donc ça, on y a répondu. Donc, on a en revanche démarré de mémoire par un bêta test, hein, Franck et Nico, avant de passer ça en production. Peut-être Nicolas, est-ce que tu as quelques retours comme ça à chaud de quelques clients avec lesquels tu as pu échanger sur le portail? Alors les retours, en synthèse, hein, sont très positifs. Parce qu'effectivement, on avait des clients qui recevaient, des rapports, plus ou moins, chiadés, hein, donc on va dire du fichier CSV jusqu'au PDF, mais toujours avec une donnée qui était quand même, complexe, à maîtriser. Puis ça veut dire, il faut aller dans ses mails, il faut ouvrir des documents, il faut les lire et puis il y a pas d'interactivité. Donc
un gros gain là-dessus et qui est apprécié des clients d'avoir une interface qui permet de manipuler la donnée. Donc oui, des retours très positifs et encore un peu de travail, hein. Comme je disais, c'est un outil qui est en perpétuelle évolution et qui se nourrit de données. Donc comme vous le voir là dans l'interface, on a affaire à des regroupements de serveurs ou d'équipements de manière plus générale, qui sont, gérés pas dans cet outil, mais dans un autre, au niveau de notre intranet. Donc c'est aussi à nous de travailler au niveau de la relation client pour créer les groupes qui parlent le mieux aux clients. Donc il peut y encore y avoir des clients qui ont, des données qui sont peut-être un peu encore complexes à maîtriser et à consulter, mais il y a du travail de réagencement, justement, pour faire des groupes qui soient cohérents pour nos clients et que ça soit encore mieux, quoi, pour eux. OK. J'ai une autre question dans le chat de Mathieu Regnault. Donc, bonjour, est-il prévu dans le futur une analyse prédictive des données? Donc, c'est-à-dire connaître un écart entre la valeur réelle et la valeur prévue, par exemple? Alors, oui, on peut faire du prédictif avec cet outil, hein. Maintenant, ça peut, enfin, les données peuvent être, il faut être sûr des données qu'on souhaite, prédire, par contre. Voilà, c'est ça. Parce que, on peut vite en fait, il faut avoir suffisamment, d'historique pour que la prédiction soit la plus fine possible. Voilà. Donc, plusieurs mois, voire une année entière, c'est ce qui est recommandé. OK. Très bien. Je vois aussi qu'il y a quelques remarques et suggestions d'amélioration. Donc, ça c'est top, hein. On va tout relever, hein, vous inquiétez pas à la fin et puis on va envoyer ça à l'équipe de développement. Comme le disait Franck, on peut pas tout faire tout de suite, mais par contre, on aspire à faire quasiment tout assez rapidement. Il y a une question effectivement sur, vue sur la roadmap. Alors, on a parlé déjà de ce qui est disponible. On a pu imaginer quelques autres indicateurs. C'est quoi le dernier indicateur sur lequel tu travailles, là, le dernier reporting que tu veux intégrer, cher Alors, Franck? le prochain reporting qui sera, j'espère, disponible prochainement, très prochainement, ça concerne la partie patch management Hmm, voilà, patch management. ok, c'est parfait. Écoutez, on arrive à peu près à la fin de l'heure prévue, donc on essaie toujours d'avoir à peu près 45 minutes. Ça nous permet, ça nous paraît d'être le format le plus digeste pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions, on y répond avec joie, que ce soit là en session ou par ailleurs, hein. Alors je vois qu'il y a encore des questions de chers collègues. Il n'y a aucun souci, avec plaisir, mais par contre, à ce moment-là, je vous invite quand même à en parler autour d'un café, sans problème. Merci beaucoup aux deux intervenants. Merci Nico, merci Franck. Merci, merci, merci infiniment à tous les participants. Je sais qu'on arrive en fin d'année, tout le monde a plein de choses à faire. On attend tous avec impatience, j'imagine, les vacances de fin d'année. Donc, écoutez, merci d'avoir pris le temps. J'espère que ça a été... très bien, merci Franck pour la réponse en direct. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez surtout pas à réagir. Vous verrez le replay donc, sur notre site. N'hésitez pas à aller voir les autres articles aussi qu'on a pu imaginer autour du mois de l'infogérance. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, bien ensoleillée, comme on le voit. J'ai un peu du mal à gérer le niveau de soleil dans mon bureau. Et j'espère donc vous retrouver physiquement, ça serait encore mieux, hein, tous assez rapidement. Et voilà. Merci infiniment. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Attendre 2 petites minutes avant de couper pour que ce soit pas trop brutal. Excellente journée à tous. Merci Franck, merci Nico, hein. Vous pouvez vaquer à vos occupations habituelles donc. Merci à l'équipe des modératrices, comme d'habitude, hein, les fées aux doigts magiques derrière, sans qui ça serait pas possible. Et sur ce, je vais fermer officiellement le pont. Au revoir. Merci, au revoir.